messieurs amoureux du sport, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team, votre émission essentiellement sportive. On démarre tout de suite avec le sommaire. Sommaire, la Grande Team vous présente ce soir LGT News. Focus, playoffs du championnat de basketball N1. Éléphant, les nombreuses absences peuvent-elles constituer un handicap face à la Zambie? Ça fait l'actu. Excellente émission avec Marie-Christine Begré et sa team. Nous sommes en direct sur la 3 et ce jusqu'à 22h. Vous pouvez participer à l'émission en répondant à notre question LGT de ce soir. Éléphant, les nombreuses absences peuvent-elles constituer un handicap face à la Zambie? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Tout de suite, on part pour LGT News. LGT News. Du cyclisme pour démarrer les news. Tour de l'Est, étape 3. La SOA, Rennes à Daoukro. L'équipe 3 du Tour de l'Est édition 2023 s'est achevée hier avec encore une fois une équipe de la SOA intraitable en fin de course. En effet, la ligne Bokanda-Daoukro et le circuit de Daoukro, long de 130-200 km, ont été domptés par les militaires qui n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour, malgré une pression des coureurs de l'ATS. Résultat, la SOA termine tout comme à Trècheville et à Dimokro avec 3 coureurs sur le podium. Sanogo Abou, de la même écurie, est le leader de l'étape. Il faut rappeler que l'ATS se positionne en challenger des militaires dans cette édition en terminant 4e avec Alomain Priva, très optimiste. Plus de détails avec le président du jury. Nous sommes partis de Bokanda à Daoukro et nous sommes partis avec 30 coureurs. Et dans les 30 coureurs, nous avons mis une fille qui va bientôt prendre part à la francophonie au Congo. Et donc c'est pour s'entraîner. Et la distance donc parcourue est de 109 km 200. L'heure de départ est de 10h46. L'heure d'arrivée est de 14h13,54. Le temps mis, 2h40,54. La moyenne est de 40 minutes 52. C'était une des plus vraie moyenne que nous avons pu réaliser depuis le tour. Là. Au classement général, la SOA et Cissé Isiaka sont leaders avec un temps de 5 heures, 18 minutes, 41 secondes. À noter que Guy Orlus et Béatrice Nicole sont les 2 envoyés spéciaux sur ce tour de l'Est. LGT News. Judo, séminaire d'arbitrage et d'entraînement. Plus de 60 participants réunis à Abidjan. Abidjan abrite depuis ce lundi un séminaire d'arbitrage et d'entraînement initié par la Fédération internationale de judo dans un hôtel de la Place au Plateau. Ce, en parallèle à l'Open africain d'Abidjan, couplé à la Coupe d'Afrique des cadets et juniors. Plus de 60 participants venus d'une trentaine de pays prennent part aux ateliers dirigés par Abakar Ngom, directeur en chef de l'arbitre à l'Union africaine de judo, et Caleb Anwar, directeur de l'arbitrage UAJ. Les sujets abordés actuellement tournent autour de la rupture des prises, la poussée contre la sortie, la fausse attaque, les serrures articulaires illégales, le newaza, le tachiwaza et le wazari ou ippon, le score ou l'absence de score. Vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire abrite ce qu'on appelle la grande qualification. La grande qualification, c'est entre Japon, les Olympiques du Japon et Paris 2024. Il y a eu quelques mouvements, quelques changements, ce qui est normal, qu'on est en train de remettre à point. Donc, on va faire une mise à jour pour que l'ensemble des arbitres ici présents, de la sous-région, qui sont venus, et les arbitres qui sont venus dans d'autres pays, puissent vraiment être à niveau et leur permettre d'acquérir ces connaissances techniques, pouvoir effectivement apporter ce savoir-faire qu'il faut pour que vraiment cet Open international puisse être un Open de très bonne qualité. LGT News.
dont les États-Unis équipent l'INJS. Beau geste technique que vient de faire les États-Unis à l'Institut national de la jeunesse et des sports à travers un don de matériel sportif par l'entremise du Millennium Challenge à Compte. C'était hier, lundi, au cours d'une cérémonie en présence du ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, et des représentants des structures mandatées pour la remise officielle de matériel sportif et informatique, à savoir le MCC et le MCA. Les étudiants de l'INJS, premiers bénéficiaires, peuvent donc pousser un ouf de soulagement, car cet important don est destiné à améliorer leurs conditions d'études et à renforcer leur formation aussi bien en EPS qu'en anglais. Heureux de ce geste, le ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, a exhorté les ayants droit à en faire un bon usage. LGT News. Des news composées donc de judo, de football et de cyclisme. Pour le débrief des news et pour le reste de l'émission, je serai en compagnie de Balo, de Clément Yeton, d'Henri Joël et de Dago Charles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, Dago Charles. Bonsoir à toi. Tu es ravissante. Oh, merci. Tu me donnes envie de m'envoler dans cette émission. Il faut atterrir après. Où est mon sifflet? Henri Joël, carton jaune. Merci. Aïe. Bonsoir, Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine. Mais bon, j'ai dit quoi de mal? Vous avez atterri? Non, moi je suis là, je ne veux pas décoller. J'ai même pas de camion de kérosène pour essayer de décoller. Ça se voit. Lui, s'il décolle, là, pardon, il n'y a qu'à descendre. Il n'y a qu'à atterrir. Non, mais ça va. On va faire l'émission. Pour l'instant, il est là pour les 90 minutes d'émission. Clément Yeton, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, ça va super bien et puis ravi de te retrouver après un bon moment. Ouh là là. Les gens ici, hein. Un petit chocolat. Ah, bas les jaloux. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Balo, avec vous, on parle de Zaha? Oui, de Wilfried Zaha qui est pisté par le Paris Saint-Germain, en grande Europe. Il faut dire qu'il y a des raisons pour lesquelles il est pisté par ce club. Il est déjà très apprécié par Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain, qui apprécie sa faculté de percussion, mais qui apprécie aussi sa polyvalence, c'est-à-dire que Wilfried Zaha est capable de jouer sur les côtés comme dans l'axe. Donc, raison pour laquelle il est pisté. Et l'autre raison, c'est que le Paris Saint-Germain, depuis quelque temps, piste des joueurs qui sont libres. Ils ont déjà recruté Skriniar, ils ont déjà recruté Marco Asensio du Real Madrid qui sont venus gratuitement, alors que Wilfried Zaha, son contrat prend fin le 30 juin ce mois-ci. Donc, il y a des possibilités pour le Paris Saint-Germain de l'attirer libre et ça, c'est une bonne opportunité pour le Paris Saint-Germain. Il faut dire que du côté de Crystal Palace, Wilfried Zaha a foulé les compteurs. J'ai quelques stats ici. En 458 matchs disputés, il a marqué 96 buts et 76 passes décisives. Donc, compte tenu de ces stats, il n'y a plus grand-chose à prouver du côté de Crystal Palace. Raison pour laquelle je pense que le joueur a l'opportunité d'aller voir vers d'autres horizons et d'attirer un peu plus la lumière. Tout le monde sait que le Paris Saint-Germain est un club très, très médiatisé. Ouais. Le championnat français est médiatisé. Ça peut lui permettre de se relancer parce que du côté de Crystal Palace, cette saison, ça a été moyen. Donc, il y a la possibilité encore d'aller se relancer. Il n'a marqué que 7 buts, alors que les années précédentes, c'était 14 buts. C'était 11 buts marqués du côté des Eagles. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité pour Wilfried Zaha, même s'il est courtisé par les Saoudiens qui proposent beaucoup, beaucoup d'argent. D'accord. On poursuit en football avec Neymar, Henri Joël. Oui, toujours avec le Paris Saint-Germain. Balo a évoqué tout à l'heure la possibilité pour Zaha d'atterrir du côté du Paris Saint-Germain. Il y a aussi la possibilité pour un joueur comme Neymar de partir du Paris Saint-Germain parce qu'on se rappelle des événements récents où certains supporters sont allés faire un sitting devant sa maison pour réclamer plus son départ suite au contre-performance de l'équipe. Et aujourd'hui, on parlait de plusieurs clubs dans lesquels pourrait atterrir Neymar et les Saoudiens viennent de s'ajouter à cette liste-là. Et là, ils proposent énormément d'argent, 131 milliards l'année pour attirer le Brésilien vers ce championnat saoudien. Moi, je pense que c'est la tendance parce que Messi est parti aux États-Unis avec tout ce qu'on connaît, tout ce qui est lié à ce contrat-là, avec les gros sponsors du côté de la MLS. Il y a Ronaldo qui, depuis maintenant 2 saisons, est du côté
du Golfe. Il y a aussi certains joueurs, notamment N'Golo Kanté, qui est parti, qui va rejoindre Karim Benzema, qui est parti aussi du Real Madrid. Donc je pense que c'est la tendance un peu, c'est cette guerre-là entre les pays du Golfe pour essayer d'attirer les meilleurs joueurs afin de mettre de la lumière sur les différents championnats. Neymar, c'est quelqu'un, on sait, qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Et je pense que peut-être son arrivée dans cette partie du monde va tirer la lumière forcément sur le championnat qui s'y joue. Maintenant, c'est à lui de décider puisqu'il y a plusieurs profils, il y a plusieurs clubs aussi qui sont demandeurs. Ouais. Il y a de cela quelques jours, on parlait même de Manchester United, on a parlé de Chelsea en ce qui concerne des probables destinations pour le Brésilien. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite qui se signale. Maintenant, est-ce qu'il va choisir, il va faire un choix sportif pour rejoindre soit l'Angleterre pour continuer d'être toujours dans un championnat de haut niveau, ou est-ce qu'il va choisir d'aller se faire une retraite dorée du côté de l'Arabie Saoudite? Tout compte fait, on attend de voir, puisque le mercato va commencer bientôt, que ce soit en Europe, que ce soit sur d'autres championnats. Donc on verra où Neymar va atterrir pour la saison prochaine. Très bien, on attend donc de voir. Clément Yeton, le tournoi de Toulon. Ah ouais, tout à fait. On sait que l'aventure s'est arrêtée pour nos éléphants parce que voilà, ils ne vont pas terminer premier de la poule devant les Panama. Ils ne vont pas terminer également meilleur deuxième, malgré la victoire face au Japon. Mais je pense qu'on a vu de bonnes choses également. On a vu quelques joueurs qui ont fait de bonnes parties, qui ont fait de belles parties. On parle de Nenebi Gouré, voilà, qui avait ses accélérations. Aujourd'hui, on a vu Kofi qui a fait une passe et puis un but, une passe décisive et puis un but également. Des jeunes tels que Doumbia Arafat, voilà, qui ont fait quand même de bons matchs. Isaac également, plus le jeune Samassi. Donc je pense qu'il y a quand même de la bonne graine. Après, il faut savoir cadrer tout ça, savoir les faire monter de génération en génération. Il ne faut pas les éparpiller. Il faudrait qu'on les retrouve 2 ou encore 3 ans après dans la sélection A ou encore dans d'autres sélections. Donc je pense que ça va s'arrêter là pour eux. Ils ne vont pas terminer premier. Bravo au Panama, bravo aux autres. Mais je suis un peu déçu quand même parce qu'il n'y avait pas de grosses nations quand même devant nous. Oui, encore, il n'y avait pas de grosses nations dans ce tournoi-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire pour les hommes de Batelli. Dago Charles, vous rebondissez sur cette news? Oui, je voudrais simplement d'abord féliciter la fédération pour permettre à cette génération de participer à ce type de tournoi. Parce que c'est un tournoi dont on a besoin. Surtout au niveau des garçons, des jeunes gens, pour leur permettre vraiment d'avoir beaucoup de matchs dans les jambes, parce que c'est ce qui manque. On prend nos championnats, il n'y a pas suffisamment de matchs. Donc, au travers de ce type de tournoi, bon, ils arrivent à fréquenter certains internationaux. C'est dommage que voilà, ils tombent, ils ne se qualifient pas, parce que là, je pense qu'en 2017, ils ont fini finalistes. Et là, cette année, ils n'arrivent pas à se qualifier. C'est vraiment dommage. Ouais. Voilà, donc maintenant, il appartient aux dirigeants du football ivoirien de commencer à tout planifier, afin que quand on participe à ce type de tournoi, franchement, on puisse se récolter, pas forcément de gagner, mais qu'on gagne en maturité au niveau des jeunes gens, comme Yeton l'a dit, et de sorte qu'on ait une future génération. Si on a ce type de génération-là, je pense que les questions qu'on se pose aujourd'hui, ces questions relatives aux éléphants de Côte d'Ivoire ne vont pas se poser, parce qu'on sait que lorsqu'une génération passe, il y a une autre qui va la remplacer. Et donc, moi, je ne peux qu'encourager la fédération à poursuivre cette lancée-là. Si toutefois, demain, il y a des tournois qui arrivent, même au niveau des clubs à l'international et autres, il sera toujours intéressant que nos différents clubs participent à ce tournoi-là pour permettre à nos jeunes gens de mieux s'aguerrir. Très bien. Merci, messieurs. On passe à présent au focus. Les playoffs du championnat national de basketball N1 battent leur plein chez les dames. L'ABC et FBA ont pris une option sur la qualification en finale. Dans le tableau masculin, aucune surprise n'a été enregistrée au stade des quarts de finale. Alors, messieurs, quelle analyse globale faites-vous du tableau masculin, Henri Joël? Moi, je dirais une seule surprise, parce qu'avant de rejoindre ce plateau, il y avait un match qui se jouait. Un dernier match qu'on appelle la belle entre l'équipe de Asa et celle de la SOA. Il faut savoir que ces deux équipes, lors des 2 premières rencontres, chacune est répartie avec une victoire. Donc, il fallait jouer un 3e match pour les départager. Et sur ce 3e match, c'est l'équipe de Asa qu'on n'attendait pas, passer le cap de la SOA, qui a réussi à s'imposer 79-70. Donc, pour rejoindre ce que vous avez dit, une seule petite surprise. Il n'y avait pas eu de surprise en ce qui concerne les 3 autres rencontres où la JCA, l'ABC et l'équipe de Azur ont pu s'imposer.
Mais là, sur cette rencontre entre la SOA, qui est, on rappelle, est championne en titre de la saison écoulée, vient de tomber face à l'équipe de Asa, c'est-à-dire après 3 rencontres, c'est-à-dire 2 victoires à 1. Donc une petite surprise sur l'ensemble de ces différentes rencontres au niveau des demi-finales. Oui, Ballot. Oui, je pense que déjà du côté des dames, il n'y a pas eu de grosses surprises. Oui, les grands se sont imposés. L'ABC qui reste la meilleure formation au plan féminin et l'équipe du FBA, Friends Basketball Association, qu'on a eu l'opportunité de voir en ce qui concerne la Coupe de Côte d'Ivoire face au CSA. C'était donc un remake du match de la Coupe de Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la FBA avait un avantage très intéressant par rapport à cette équipe du CSA. À l'intérieur, il y avait de grandes tailles. Du côté de la FBA, c'est une équipe qui a de la grande taille, qui a des qualités physiques, alors que du côté de CSA, c'est plutôt le small ball, c'est-à-dire le basket fait de vitesse et d'agilité. Donc, on constate encore que le CSA n'a pas pu contrer cet avantage de l'équipe de FBA à l'intérieur en ce qui concerne la grande taille, en ce qui concerne la prise de rebond, en ce qui concerne la présence. On revient maintenant au tableau masculin, Ballot. Oui. Donc, par rapport au tableau masculin, je pense que oui, là, il y a une grosse surprise. Asa qui bat la SOA, qui est le champion en titre. Il faut dire que la SOA s'est inclinée face à la JCA en ce qui concerne la Coupe de Côte d'Ivoire. Donc, on peut le mettre sur le fait qu'il n'était pas sur une bonne dynamique psychologique et ça peut peut-être peser dans ce match face à l'ASA. Mais sinon, c'est une grosse surprise, un grand exploit réalisé par l'équipe de l'ASA. N'avez-vous pas le sentiment que l'ABC et la JCA sont nettement au-dessus du lot, hein? Oui, tout à fait. Je pense qu'on parle quand même de deux meilleures équipes de la saison. ABC, ça va se jouer sûrement entre ces deux-là, ABC et puis cette formation de la JCA qui a déjà gagné la Coupe nationale. Voilà, ABC, on connaît quand même l'effectif, les internationaux qui sont là, le doyen Stéphane qui est là également. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux. Après, quand on parle de surprise au niveau de Asa et la Soto Omnisport de la Mer, je pense que quand on prend la saison de la Soto Omnisport de la Mer, comme l'a dit Ballot, ce n'est pas une grosse saison, ce n'est pas une saison qui est stable parce qu'ils vont terminer quand même, ils vont terminer 4e de la saison régulière avec 38 points. Devant, on a la JCA et puis ABC qui domine le classement. Donc je pense que c'est une surprise. C'est vrai quand on prend ce que représente la Soto Omnisport de la Mer dans le basket ivoirien, ça semble être une surprise. Mais quand on prend la forme actuelle, Asa mérite amplement. Accrocher l'équipe de l'Asa, qui n'a pas laissé faire. On est passé par la belle pour pouvoir départager les deux formations. Ça veut dire qu'il y a du niveau quand même. Il y a eu du niveau dans ce NH1, surtout au niveau des quarts finales. Et vous êtes satisfait du niveau du jeu, Dago-Charles? Ah oui, moi, j'avoue que pour nous autres qui avions suivi déjà le basketball ivoirien dans les années 80, 90, le retrouver aujourd'hui à ce niveau-là, participer à la Coupe du Monde et autres, pour moi, il y a vraiment une grosse progression au niveau du basketball ivoirien et je profite de l'occasion pour féliciter d'abord entièrement l'ex-président, Agui Mathieu, et ensuite aujourd'hui Mahama qui fait un super travail. Quand je vois les Alpha Mané et autres qui nous ont fait jubiler du côté du Palais des Sports, les voir encadrer ces jeunes gens-là aujourd'hui, c'est intéressant. Mais c'est surtout le public ivoirien. On a toujours tendance à croire que c'était au niveau du foot qu'il y avait du public. Mais là, on se rend bien compte de plus en plus que tous les week-ends pratiquement, chaque fois qu'il y a un match de basket, il y a du monde. Il y a un monde spécifique au basketball ivoirien et donc c'est très intéressant. Henri-Joël, le niveau? Bon niveau parce que là, on s'attendait à des matchs où les équipes... C'est vrai que quand même, il y a 3 équipes qui ont réussi à avoir un score sur les séries, à avoir un score de 2-0. Mais quand même, on a cette équipe de Asa qui, sur son match face à la SOA, a réussi à accrocher non seulement une première victoire et a réussi à s'imposer sur la belle. Donc, ce qui veut dire que, parce que la SOA, on le rappelle, comme Ballot l'a dit, comme je l'avais précisé, c'est champion en titre. Ensuite, la SOA a joué la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire récemment face à l'équipe de la JCA. Et quand on a vu cette équipe, je ne vais pas essayer de dire ce que Clément a dit, ce n'était pas correct, mais quand on a vu jouer cette équipe de la SOA face à la JCA, c'était serré du début à la fin. Et moi, je le disais, c'est vrai que la JCA avait réussi à s'imposer, mais dans le contenu, je voyais plus une bonne équipe de la SOA avec Agolé Stéphane qui se joue là pour moi. Au niveau du scoring, n'a pas été excellent, mais dans la défense,
il était exceptionnel. Il a fait déjouer presque tous les meneurs de l'équipe de la JCA. Malheureusement, la loi du sport faisant, il y a eu cette déconcentration. Donc pour vous, Henri Joël, ce qui a fait la différence, c'est les individualités au détriment du collectif? Non, je ne dirais pas individualité parce que c'est vrai qu'au basket, comme dans tous les sports, ça compte les individualités. C'est-à-dire vous avez un bon collectif, mais si vous avez un joueur capable de se mettre au-dessus du lot et surtout de faire la différence à des moments bien précis, ça aide. Mais ce qu'on a remarqué des équipes ivoiriennes, c'est qu'il y a ce collectif-là. Rarement on voit des joueurs, je ne dirais pas jamais, mais rarement on voit des joueurs se mettre au-dessus et surtout faire des stats exceptionnels. Donc, pour ce que nous avons vu, nous avons pu constater, on a de bons joueurs, mais c'est le collectif qui prime jusqu'à présent. Okay. D'ailleurs, dans ce match, dans les matchs que nous avons pu suivre au niveau de la Coupe de Côte d'Ivoire, c'était le collectif. Parce que derrière, on attendait un Oussama, par exemple, dans la rencontre JCA Soa, mais il avait été transparent à cause de la défense d'Agoulé, mais à côté, ces autres coéquipiers ont fait la différence. Donc, il y a le collectif et on constate que tous les entraîneurs bâtissent leur équipe autour du collectif, pas autour d'un seul joueur. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Quand on a un collectif assez soudé, assez solide, on arrive à s'imposer. Dans ce match, entre la SOA et l'équipe de Asa, c'est allé très vite. D'abord, un premier carton remporté par l'équipe de la SOA, 21-19. On est parti à la pause avec un avantage en faveur de l'équipe de Asa. Et ça a été comme ça, mano à mano jusqu'à la fin. Et on a vu l'équipe de Asa plus solide en s'imposant 79-70. Donc, c'est vrai, peut-être qu'il y a des individualités, mais quand on y voit un peu plus clair, c'est plus le collectif qui prime. Est-ce que les internationaux ivoiriens sont à la hauteur, Balo? Oui, je pense que oui, ils sont parfaitement à la hauteur. Je pense qu'il y a l'apport de l'expérience aussi. Ces internationaux-là apportent sur le plan local leur expérience des grandes joutes au plan international. Eh bien, ils ont disputé déjà l'Afro-CAN, eh bien la coupe tout simplement d'Afrique de basket, où l'équipe est allée très loin, a perdu même en finale face à la Tunisie. Donc c'est fort de cette expérience-là qu'ils viennent tout simplement s'intégrer dans les championnats locaux. Donc c'est vrai, d'autres parleront de statistiques très souvent qui peuvent être en dents de scie, mais moi je pense qu'ils ont toujours un apport important, ces internationaux, en termes d'expérience et tout simplement en termes d'apport moral pour les différentes équipes. Voyons les résultats des quarts de finale et les affiches des demi-finales. Les quarts de finale, voilà, JCA Warrior, match 1, 82-61 en faveur de la JCA, 82-71 sur la deuxième opposition. Azur, Abi Sniper, 70-68. 2 points d'écart, ça a été très chaud sur le premier match. Et puis 10 points d'écart sur le deuxième match, 62-52-2-0, donc sur l'ensemble de la série. ABC HBUC 99-74 sur la première opposition et puis 87-78 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres. On dira que l'ABC s'est imposé facilement face à cette équipe de HBUC. Et puis on le disait, hein, le match entre la SOA et l'équipe de ASA. D'abord, première victoire de la SOA 75-70. Ensuite, réveil de l'ASA 76-67. Et puis sur cette dernière opposition entre les deux équipes, c'est 79-70 en faveur de l'équipe de ASA. Donc 2-1 sur l'ensemble des 3 rencontres. Au niveau des demi-finales, ça sera JCA ASA, un match qui va tenir tout le monde en haleine. Et puis là, on a sauté, ça sera l'autre ABC face à l'équipe de ASU. Oui. Maintenant, au niveau des dames, au niveau des demi-finales, on revient bien sûr, merci à la régie, on revient sur les affiches des demi-finales chez les hommes. JCA ASA, ABC Azur, les playoffs se jouent au meilleur des 3 confrontations, c'est-à-dire le meilleur qui sortira des 3 matchs. Et puis au niveau des dames, nous avons ABC SOA pour les demi-finales. Le premier match, l'ABC s'est imposé face à la SOA 57-47. 45 plutôt. Et puis la deuxième rencontre, voilà, revenons sur l'affiche FBA, oui. FBA si vous le voulez. FBA, oui. Voilà, face au CSAT 77-58. Voilà. Henri Joël, l'équipe de FBA est bien partie pour réaliser un doublé. Bien sûr, là, ils sont en train de mettre un coup très terrible, bien sûr, à la tête des joueuses du CSA, puisque, Balo le disait, elles avaient rencontré cette équipe du CSA lors de la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire qu'elles ont battue, et très sévèrement même, il faut le dire. Et aujourd'hui, avec ce premier match, je
peux dire, elles sont en train de se positionner comme la bête noire de cette équipe du CSA. Donc, avec ce score, non seulement c'est très large, 77-58, près de 20 points d'écart entre, je dirais même 19, entre les deux équipes, ça montre que cette équipe du FBA est au-dessus du CSA Treichville. Malheureusement, comment ça va se passer sur la deuxième opposition? Une équipe du CSA qui peut-être va essayer. Mais quand on voit un peu la force en face, et surtout au niveau du basket, au niveau des tailles, on l'a vu, il y a une grosse différence entre ces deux équipes. Et je pense que l'équipe du FBA fait profiter de cet avantage-là à ses joueuses pour pouvoir s'imposer face à l'équipe du CSA. Très bien. Bon, voilà donc pour les playoffs du championnat de basketball N1. Une petite pause et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team. Je suis toujours avec Dago Charles, Henri Joël, Clément Yéton et Ballo. On passe tout de suite au Sabuzz. Pep Guardiola est entré dans l'histoire lors de la finale de la dernière Ligue des Champions remportée par son équipe Manchester City. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut dire que Pep Guardiola réalise une saison exceptionnelle? Clément Yéton. Oui, je pense qu'il réalise quand même une saison extraordinaire. Voilà, il est en train de mettre tout le monde d'accord pour ceux qui avaient douté de sa capacité à aller gagner ailleurs également. Donc je pense qu'avec ce qu'il a réalisé avec City, quand tu remportes la Champions League, tu remportes le championnat, la FA Cup également. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. Et après aussi, moi, je n'ai pas besoin de trophée pour qualifier Pep Guardiola en tant que grand coach ou grand manager. Voilà, on sait que c'est l'un des rares managers qui nous fait prendre plaisir au cours des matchs ces dernières années. Il essaie d'apporter sa révolution. Il essaie même quand tu as des joueurs avec lui qui disent qu'ils apprennent énormément. Quand tu as un Kevin De Bruyne qui est bon, qui dit qu'il apprend énormément avec Pep Guardiola. Tu as des garçons tels que Bernardo Silva qui apprennent énormément avec Pep Guardiola. Ça veut dire que le gars, il est en train de placer le management aussi à un autre niveau. Voilà, il va rentrer dans ce cercle très très fermé de ces coachs qui sont en train de gagner beaucoup de trophées. Et un peu le temps, on va dire un peu le temps, parce que lui, ça fait pas longtemps qu'il est en train de coacher, mais en nombre de trophées, il est devant des garçons qui ont commencé depuis longtemps, tels que Ancelotti, José Mourinho et autres. Voilà, bravo à lui, et parce qu'on a longtemps critiqué Pep, ses échecs avec Manchester City, et là, il va mettre tout le monde d'accord. Mais je pense que là, il revient quand même sur ce qu'on appelle les fondamentaux du football. Il a laissé un peu de côté son orgueil. Il va faire venir un neuf qui est Haaland. Voilà, c'est ça aussi, l'homme. Il sait être humble, il sait aussi voir bas quand il le faut. Mais je pense qu'on parle quand même de l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Il va marquer son métier, et c'est ce qu'on demande à toute personne. Quand tu fais un métier, il faudra le marquer à vie. Ok, bon, regardons cette vidéo préparée par la rédaction et on poursuit le débat juste après. Nouveau record pour Pep Guardiola qui vient de réaliser une saison exceptionnelle sous les couleurs de Manchester City. En effet, le technicien catalan a une nouvelle fois inscrit son nom dans l'histoire du football en devenant le premier entraîneur à réussir l'exploit de remporter le triplé européen à plusieurs reprises. Pep Guardiola a réalisé cet exploit pour la première fois avec le FC Barcelone lors de la saison 2008-2009 en menant les Barcelonais à un triplé sans précédent de la Liga, de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions de l'UEFA. Lors de cette saison, Pep a reproduit cet étonnant triomphe avec City, menant les Citizens au titre de Premier League, à la FA Cup et au trophée tant convoité de la Ligue des Champions. Une performance qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire du football. Bon, finalement, Dago Charles, est-ce qu'on peut considérer Pep Guardiola comme le meilleur entraîneur de club? Oui, cette année, il a tout éclaboussé, il a tout gagné. Les 3 trophées montrent qu'il est le meilleur sur la planète. Voilà, il n'y a pas de doute. C'est vrai que moi, principalement, j'avais un problème avec lui, parce que la plupart des footballeurs africains qui sont passés sous ses ordres ont eu des problèmes, des difficultés d'intégration. Et donc, ça m'avait donné une certaine idée de sa personne. Quant à la gestion de son groupe par rapport à nous, les Africains, surtout ce qu'il a fait vivre à Yaya Touré, ça, depuis ça, au travers de ma gorge. Yaya Touré, Samuel Eto'o. Mais au-delà de ça, tout ce qu'il nous a produit comme football, il faut reconnaître que c'est le seul qui nous permet d'allier le spectacle et l'efficacité.
Ça, il faut le dire. Déjà, il est le meilleur. On pourrait dire qu'il est le meilleur au niveau des clubs de tous les temps. Parce qu'il est le seul à avoir remporté par 2 fois ce triplé. Aucun autre entraîneur, à mon sens, n'a encore remporté ça. Ouais. Donc, il est le meilleur pour l'instant. Voilà, maintenant, gardons la tête froide parce que n'oublions pas aussi que les autres aussi entraîneurs qui se sont battus pour avoir ce titre-là n'ont pas eu les moyens aussi dont il a disposé. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ouais. Parce qu'au championnat européen, plus tu disposes de moyens, plus même si tu as beaucoup de techniciens, tu as l'habitude quand même d'acheter les meilleurs joueurs au monde. Parce que quand on a Haaland, oui. On a Bernardo Silva, on a De Bruyne, tous ces grands joueurs, dans une certaine mesure, on peut gagner. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir tous ces joueurs-là, puis pas forcément gagner, oui, mais avec tout le budget dont il disposait, il n'était pas loin, avec son savoir, de gagner. Donc, si les autres aussi rentrent dans ce moule-là, ça pourrait marcher. Quand on voit une équipe comme Newcastle, il n'y a pas longtemps, qui était dans le bas du classement au niveau de la Premier League, quand ils ont été rachetés par les Saoudiens, aujourd'hui, Newcastle fait partie des grands clubs. Voilà, donc ça veut dire que... Pardon ? Top 4. Ils font partie du top 4. Oui. Parce que c'est juste pour dire qu'en Europe, c'est beaucoup plus les moyens qui comptent que la science des entraîneurs. Okay. Mais lui, il faut reconnaître qu'il nous a permis quand même de vivre du spectacle durant toute cette année-là. Ballot ? Oui, meilleur entraîneur du moment, clairement, parce que lorsqu'il arrive en Allemagne, il impacte le jeu du Bayern de Munich. C'est vrai que le Bayern était déjà champion d'Allemagne. Il gagne des titres, mais avec un peu plus d'impact sur le jeu, avec aussi des records de points. Il arrive du côté de l'Angleterre. C'est Manchester City qui a été coaché auparavant par Mancini, par Pellegrini, qui n'avait pas le même impact sur le jeu de l'équipe. Lui, il arrive, il a un impact sur le jeu de l'équipe et il enchaîne des championnats avec également des records de points. City qui atteint des records de 100 points en étant champion, mais il transforme aussi l'effectif. Il fait monter en puissance des joueurs comme Ilkay Gundogan, comme Phil Foden. On l'a vu même dans cette finale où il a le culot de faire jouer John Stones, qui est un défenseur central en milieu de terrain et qui arrive à nous sortir des slaloms impressionnants dans cette rencontre-là. Donc oui, sur le moment, Pep Guardiola, c'est le meilleur. Et en plus, il réalise le triplé avec Manchester City. Il faut savoir qu'en Angleterre, le seul club qui a pu réaliser le triplé jusque-là, c'est Manchester United. Donc, il égale le rival. Maintenant, sur l'histoire, là, c'est un peu discutable parce qu'on a un grand bonhomme, Sir Alex Ferguson, qui a 49 titres en tout dans les clubs qu'il a eu à coacher, avec 2 clubs, Manchester United, 2 clubs, et Guardiola, c'est avec 3 clubs, le Manchester City, le Bayern de Munich et le Barça. Donc, il y a encore du chemin pour être le meilleur entraîneur de tous les temps des clubs. Oui. S'il égale, où il dépasse les 49 titres de Sir Alex Ferguson, là, clairement, sur l'histoire, on pourra dire que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais pour l'instant... Il a gagné 2 fois, 3 fois. C'est lui le meilleur. Il a encore du chemin, globalement. Dans le global, je pense qu'il a encore du chemin, mais il peut atteindre, je pense, puisqu'il a 35 titres. Sir Alex Ferguson en a 49. Il est encore jeune, la quarantaine, donc il y a encore du chemin pour aller chercher ce record. Et jusqu'où Pep Guardiola pourrait conduire City ? Henri Joël. Donc, ce qu'il cherchait depuis longtemps, il vient de l'avoir avec ce trophée remporté, ce trophée au niveau de la Ligue des Champions, et surtout ce triplé dont tout le monde en parle. Maintenant, où est-ce qu'il peut emmener cette équipe de City ? C'est-à-dire, je pense que maintenant, il peut inscrire, déjà il inscrit le nom de City au niveau des grands clubs européens parce que ce n'est pas donné à n'importe quel club du côté de l'Europe de remporter la Ligue des Champions. Là, il vient de le faire avec l'équipe de City. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être essayer d'égaler Zidane, qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est vrai que lui, il a déjà gagné avec Barcelone, et 2 fois avec Barcelone, et là, 1 fois avec City. Donc, c'est-à-dire au niveau des titres, il égale Zinedine Zidane, mais remporter 3 fois avec le même club, peut-être ce qu'il lui reste à faire, essayer d'imposer encore City sur le toit de l'Europe et aussi en Angleterre, même s'il a déjà fait avec plusieurs titres au niveau de la Premier League. Maintenant, est-ce que ça sera possible ? Parce que là, une chose est de lui dire et puis une autre chose est de pouvoir le faire, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se bousculent du côté de l'Angleterre. Vous avez Newcastle qui, avec les nouveaux riches, est en train de s'étoffer. Vous avez Manchester United qui est en phase d'être racheté soit par les Saoudiens ou bien par Jim Ratcliffe. Donc, on verra ce qui va se passer, parce que même on parle, on ne va pas essayer de tout de suite se jeter là-dedans. Oui. Si c'est racheté par les Qataris, peut-être on verra Mbappé débarquer du côté de United. Donc, ce sont des infos qui sont à prendre avec beaucoup de réserve. Mais bon, c'est pour dire que la saison prochaine, ça va être âprement disputé, non seulement au niveau de la Premier League, mais aussi au niveau des autres championnats, au niveau de la Ligue des Champions. Parce que
pendant ce temps, il y a aussi le Real de Madrid qui est en train de se préparer avec des arrivées. On parle aujourd'hui de Bellingham qui est arrivé du côté du Real. On parle de d'autres noms dans d'autres clubs qui vont arriver, surtout étoffer les différents effectifs. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de pouvoir garder ce trophée-là pour Manchester City la saison prochaine sur le toit de l'Europe? Voilà la grosse interrogation. Ouais. Sinon, pour l'instant, je pense qu'il est arrivé là où il voulait arriver avec City, remporter une Ligue des Champions, remporter des titres domestiques. Il a déjà fait. Donc maintenant, c'est de continuer, de maintenir cette performance-là. Pour la saison prochaine. D'accord, très bien. La question LGT, éléphant, les nombreuses absences peuvent-elles constituer un handicap face à la Zambie? Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et écrivez-nous aussi sur la page Facebook de la 3. On passe donc à l'actu. Avec 12 cadres et valeurs sûres absentes, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va avoir besoin d'une belle profondeur de banc pour amener un résultat de son déplacement en Zambie. Samedi prochain, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. On se retrouve sur le plateau pour décortiquer le sujet après cette vidéo préparée par la rédaction. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire va devoir effectuer le déplacement en Zambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 sans plusieurs de ses cadres et valeurs sûres. Ils sont 12, dont le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a dévoilé les noms au cours de sa dernière conférence de presse. Hormis Sébastien Haller, dont le club a sollicité un repos suite à ses problèmes de santé et sa saison harassante, les autres ont produit des certificats médicaux délivrés par leurs employeurs. C'est le cas de Seko Fofana, Wilfried Zaha, Amad Diallo, Abakar Silla, Sinali Diomandé et Jean-Philippe Bama. Ces absences vont entraîner notamment une recomposition de la défense avec la convocation surprise du joueur de Francfort, Evan Ndika, qui n'a aucune expérience des joutes africaines. Au milieu de terrain, on se demande si Idrissa Doumbia pourra être une alternative crédible pour sa première sélection. La même question se pose pour ce qui est des attaquants Jonathan Bamba et Simon Adingra, qui n'ont aucune expérience du football africain. Sans oublier que dans ce secteur offensif, des incertitudes demeurent sur l'état de forme de joueurs en manque de temps de jeu, comme Maxwell Cornet et Jean-Evra Kwasi. Samedi prochain à Ndola, les éléphants ne devront pas perdre face au Chipolopolo pour conserver leur place de leader du groupe H. Messieurs, un oui ou un non à vos panonceaux, les nombreuses absences constituent-elles un handicap pour les éléphants face à la Zambie? Henri Joël, non. Dagochal, non. Bon, non pour tout le monde. Balo, pourquoi non? Non, déjà parce que lorsqu'on pose la question, il faut pouvoir mesurer l'impact des différentes absences. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont absents, mais est-ce que ceux qui sont là sont capables de compenser ces différentes absences? Moi, je dirais oui, si on prend ligne par ligne. En défense, je pense qu'on a déjà Eric Bailly et Deli Simon qui sont alignés. Silla Bakar est absent. Silla Bakar et Eric Bailly ont déjà évolué ensemble une seule fois. Ouais. Alors que Eric Bailly a un peu plus d'automatisme avec Deli Simon, avec qui il a eu plus de temps de jeu avec ce joueur-là. Donc, au niveau de la défense centrale, on constate que c'est vrai, Silla Bakar est absent, mais ça n'enlèvera rien aux automatismes créés par Eric Bailly et Deli Simon qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Si on prend les latéraux, on a Ghislain Conan, ça c'est du classique, il est habitué à être performant et productif avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, on a Serge Aurier qui monte en puissance à Nottingham Forest, qui c'est vrai, à un moment donné était en dedans, mais maintenant est en train de progresser petit à petit. Donc on voit que déjà, au niveau de l'absence, au niveau de la défense, il n'y a pas d'impact négatif sur cette absence. Au niveau du milieu de terrain, on a Seri Jean-Michel, on a Doumbia Idrissa, on a Kessié, et on a Seri Kessié et on a Sangaré Ibrahim. Ouais. La grosse absence, c'est Seko Fofana. C'est vrai, Seko Fofana a produit de grandes choses au niveau de la performance, mais lorsqu'on regarde les joueurs qui sont là, il y a du talent avec Sangaré Ibrahim, qui est d'une grande régularité avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a Franck Kessié, qui est moins performant, mais qui peut apporter son expérience, puisqu'il a déjà disputé la CAN passée. Il y a donc l'apport d'expérience et de performance au milieu de terrain. Et là encore, c'est des joueurs qui sont habitués à évoluer ensemble. Donc, il y a encore des automatismes.
Pour ce qui est de l'attaque, il y a Sébastien alors qui n'est pas là, mais cela est compensé par Jean-Philippe Crasso, qui a à peu près le même profil, c'est-à-dire attaquant de fixation. Mais au niveau de la performance, Jean-Philippe Crasso est tout aussi performant que Sébastien. Alors Jean-Philippe Crasso, c'est le meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Donc c'est compensé, c'est totalement compensé. Donc lorsqu'on prend ligne par ligne, on voit qu'il y a des absences notables, mais cela est compensé soit par les automatismes déjà créés par les joueurs, ou soit par des joueurs remplaçants qui sont performants. Donc raison pour laquelle j'estime qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a Sylvain Saraka qui nous dit « Les Ivoiriens savent jouer au football. Si cet esprit de dépendance sort de nos têtes, nous allons dominer le foot africain. On est trop exotique sur le plan footballistique. Arrêtons ça. » OK. Dago Charles, oui. Vous avez dit non. Non, pour deux raisons. Je n'ai pas envie d'épiloguer, être aussi long que Ballot, mais juste pour deux raisons. Oui. La première raison, c'est l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour nous. Nous, on n'a pas besoin de se qualifier. D'accord? Donc, l'entraîneur sera toujours en train de voir les uns les autres. La deuxième raison, maintenant, c'est le fait qu'en équipe nationale, c'est toujours un joueur qui chasse un autre. Voilà. Et donc, je voudrais inviter les Ivoiriens à être beaucoup plus sereins. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas irremplaçables. Ceux qui sont là, à eux de saisir leur chance, cette opportunité, pour dire aux Ivoiriens qu'ils ont les capacités, je dis bien capacités, d'être titulaires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en produisant du jeu, en se mettant la pression pour être au meilleur de leur niveau. Comme ça, ils vont s'aimer le doute dans les esprits des uns des autres, qui se croient cadres ou qui se croient intouchables. Et puis on va voir et que vous qui croyez que vous êtes des cadres, sans vous on ne peut pas jouer. Voilà tel gars sur lequel peut-être qu'on ne misait pas, qui vient de nous montrer qu'on peut compter avec lui. Et donc pour moi, il n'y a pas le faire à demeure. Il appartient à ceux qui ont été sélectionnés de montrer leur savoir-faire afin qu'on puisse être tous sereins et que ceux qui n'avaient pas voulu venir commencent eux-mêmes à douter de leur absence afin de pouvoir appeler le sélectionneur, même le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss, pardonnez, je veux venir. C'est ça l'équipe nationale. Parce que je ne vois pas un joueur en au monde ici refuser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce maillot est tellement important. Pour nous autres qui avons voyagé, il y a des gens, des footballeurs des autres pays qui auraient bien voulu être ivoiriens pour porter le maillot ivoirien. Comprenez? Donc, je voudrais que les uns et les autres se calment. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'enjeu pour ce match contre la Zambie. C'est le contenu sur lequel on va travailler. Maintenant, il appartient au sélectionneur après. Moi, mon problème, la dernière fois, il a eu le carton rouge. Mon véritable problème, là, ce ne sont pas les jeunes gens, c'est ce sélectionneur-là. Voilà. Il communique tel qu'il communique. Moi, personnellement, qui connais un peu les rouages des vestiaires, un peu des éléphants, il me met un peu dans un certain doute quant à sa capacité de gérer ces vestiaires-là. Avec tout ce qu'on raconte ça et là, je voudrais tout de suite qu'il recadre les choses, qu'il prenne les choses en main pour nous situer, afin qu'on soit tous sûrs déjà du groupe qui va nous amener à la Coupe d'Afrique. Parce que c'est en donnant les gages et certaines certitudes à certains footballeurs que ceux-là, au retour des vacances, vont se mettre à travailler dans leur club pour arriver prêts durant la Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas qu'eux, dès maintenant, commencent à douter. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va compter sur moi? Il compte-t-il sur moi? Tout et tout. Il commence à donner des gages à ceux sur lesquels il veut compter. Et puis, tous ensemble, on va être dans la prière, on va gagner cette CAN. D'accord. Finalement, Dago Charles, vous avez été plus long que Oui, Ballot. mais vous savez, cette équipe de l'équipe nationale, quand tu l'as faite là, quand tu en parles, c'est vraiment avec force. C'est pour cela que quand il est question de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, nous autres là, nous avons une autre façon de voir les choses. Que vous avez été plus long que Ballot. Bon, voilà. Ballot, désolé. Hein. On a M. Diomandé qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé, bonsoir. Ma cuisine. Oui. Bonsoir, Abel. Bonsoir, M. Diomandé. Je suis à la table, toute la table. Bonsoir, monsieur Diomandé. On vous écoute, M. Diomandé. Est-ce que les nombreuses absences peuvent-elles constituer un handicap face à la Zambie? Non, Marie-Christine. Parce que nos enfants, là, c'est des vrais combattants. C'est des couteaux à double tranche. Lui qu'on appelle est valeureux. Lui qu'on classe est valeureux.
Mais ce que c'est la détermination et l'envie de bien jouer pour son pays et mieux travailler pour son pays, la vie des peintres qui est demandée aux enfants là. Sinon, ils sont tous bons. Celui qui n'est pas venu, celui qui est venu, celui qui va classer, celui qui va classer, ils sont tous bons. Mais ce que nous ne dit pas seulement, c'est l'honneur, la dignité, et puis vraiment le patriotisme et rendre gloire aux parents. C'est tout. Sinon, moi, je commence à cette équipe-là. Les amis, là, ce n'est pas de la mer à boire. Tout ce que j'ai vu là, ils seront à mesure capables de jouer un grand match. Donc, laissons le problème des types pour Fana là. Laissons. Soyons des bons patriotes, soyons les vrais Ivoiriens, soyons un autour de l'équipe nationale. En 24, on va faire la coupe là. On ne sait pas de traumatiser l'esprit des Ivoiriens par rapport à ces coups. Voilà, on a vu le temps du jeu de Drogba, Yaya Touré. Vraiment, on n'était pas mis à sport. Maintenant, on est mis maintenant, on ne va plus tomber dans ce jeu-là. Donc, nous, on veut la victoire, la coupe. Marie-Christine. Oui, monsieur. Avec la croix, on est ensemble. Toujours. Merci beaucoup. Clément Yéton, oui. Moi, je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est un réservoir impressionnant de footballeurs. Et l'individualité ne doit pas primer sur ce qu'on appelle la nation. Et il y a deux mots qui sont sortis, deux mots très très importants qui sont sortis des propos d'Agochal. Il parle de irremplaçable et puis saisir sa chance. Et moi, j'aime pas le confort. Et ces deux mots-là vont permettre aux sélectionneurs de ne pas mettre les jeunes gens ou les autres, ceux qui pensent qu'ils sont intouchables dans le confort. Donc, ils ne sont pas irremplaçables. Et il y a d'autres garçons qui sont là. On parle d'Adingra, on parle des garçons tels qu'Indika qui ont leur chance à saisir. Donc, je pense qu'à eux de mouiller le maillot, à eux de faire douter le sélectionneur. Et non, et ce nom-là doit être justifié par les nouveaux garçons qu'on a appelés. Si on t'appelle que tu n'es pas capable d'aller bousculer la hiérarchie, ça veut dire que tu ne mérites pas de venir en sélection. Donc, moi, je pense que la sélection est ouverte à tout le monde et tout le monde doit être bousculé. Quand tu prends le cas du Sénégal, aujourd'hui, il n'y a plus de confort. Il y a Salou 6 qui est l'un des meilleurs arrière-gauche de la CAN passée avec le Sénégal, mais on lui dit de trouver un club, sinon il n'ira pas au mondial et il n'est pas allé au mondial avec le Sénégal. Tu as Mendy actuellement, qui est à Chelsea, qui est un gros club, mais Mendy n'a pas le club, il n'a pas de temps de jeu, voilà, et il n'est pas appelé par Aliou Cissé. Donc pour moi, personne n'est au-dessus de la sélection. Et la sélection, quand tu portes ce maillot-là, tu dois être capable de remplacer, que ce soit de manière qualitative ou quantitative, une personne. Donc si tu as Dingra qu'on t'appelle, que l'autre n'est pas là, que tu n'es pas capable de répondre, c'est que tu ne mérites pas ce maillot-là, parce qu'un maillot, ça se défend, un maillot de sélection nationale, ça se défend chèrement, comme l'a dit Dagochal. D'accord. Henri-Joël. Alors moi, je pense que ce ne sera pas un handicap pour l'équipe nationale, parce que quand on regarde sur la liste des absents, vous avez, pour les grands noms, vous avez Zaha, vous avez Pépé, vous avez Haller, mais quand on regarde aussi les performances de ces joueurs, ils ne sont pas indispensables à l'équipe nationale. Zaha, depuis sa présence, peut-être il a un match référence avec l'équipe nationale. C'est vrai que souvent il fait de belles prestations, mais en termes de match de référence, peut-être on va essayer d'en chercher, on va trouver peut-être un seul. Nicolas Pépé, peut-être le match qui me vient en tête où pour moi il a été exceptionnel, c'était face le match amical Côte d'Ivoire-France, où moi je l'ai trouvé quand même à son niveau. Donc quand on regarde un peu les joueurs qui sont absents et surtout ceux qui sont présents, on se dit c'est le même niveau, c'est le même niveau de jeu. Et surtout sur cette saison, encore plus, quand vous prenez Pépé, il n'a pas été bon avec l'équipe de Nice. Zaha, toujours à son même niveau. Haller, il revient de maladie, il fait quelques bonnes prestations. Je cite cela parce que pour moi, ce sont les grands noms qui sont pas présents dans. Il y a aussi Seko Fofana. Voilà. Seko Fofana, moi, je ne le compte pas dedans. Seko Fofana, je ne le compte pas dedans parce que c'est vrai, il a fait deux rencontres amicales où il a été exceptionnel, mais il n'a jamais été indispensable à notre équipe. Quand on parle aujourd'hui des cadres, il n'en fait pas partie. Seko Fofana n'en fait pas partie. C'est vrai, il est arrivé récemment. Il a fait une bonne saison avec Lens. Et à cause de cette saison, à cause de 38 matchs, soit il a envie de venir, il n'a pas envie de venir. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les polémiques. On ne va pas rentrer dans ce débat mais aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un joueur indispensable de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, on a des garçons comme Sangaré qui, pour moi, aujourd'hui, si un Sangaré est absent, je vais m'inquiéter. Quand on prend au niveau de l'attaque,
des joueurs comme peut-être Gradel qui sont toujours présents. S'ils ne sont pas là, peut-être je vais m'inquiéter. Si le gardien Badra ou peut-être Folie, ils ne sont pas là, je vais m'inquiéter. Mais pour ceux que je viens de citer les noms là, moi je ne m'inquiète pas parce que d'autres sont là. Ils vont faire le taf et ils vont faire le job. Je ne pense pas que ce match face à la Zambie, pour moi, c'est pour juste voir les automatismes créés avec les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc, il n'y a pas à le faire à la demeure, il n'y a pas à s'inquiéter parce que il n'y a pas de joueur indispensable dans cette équipe. D'accord. D'accord, Charles, je vous prends tout de suite. D'abord, je prends M. Kofi Konan qui nous appelle de Danané. M. Kofi Konan, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Bon, on vous écoute, oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Si vous voulez, le nombre pléthorique des absents ne va pas agir sur ce match, puisque actuellement, c'est une lutte des classes. Chacun veut avoir sa place dans l'équipe nationale. Donc, cela ne va pas agir sur l'équipe. Les jeunes qui sont là sont bien prêts pour jouer ce match aujourd'hui. D'accord. Donc, comme des grands Poupana et bien d'autres ne va pas agir. C'est une lutte des classes. Actuellement, chacun cherche à s'installer. Donc, ça ne va pas agir. D'accord. Donc, pour vous, cela ne constitue pas un handicap face à la Zambie? Non, ça ne pas ça. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Konan. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Oui, Dagocha. Oui, Marie-Christine, en fait, nous, les footballeurs en général, quand nous parlons de l'équipe nationale, nous ne parlons pas des absents. Nous parlons des présents. OK. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai situé mon propos dans ce sens-là. Ceux qui sont là sont capables de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils ont répondu. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on ne va pas reconnaître certaines absences. C'est-à-dire qu'un monsieur comme Seko Fofana, on veut pas aujourd'hui. C'est le meilleur footballeur à l'heure actuelle au plan international. Ça, c'est une réalité. Il peut avoir, on peut ne pas aimer certaines approches, ce qui s'est dit, ça et là. Je pense que beaucoup ne connaissent pas les rouages des vestiaires et autres. Donc, ils peuvent peut-être dire ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, au plan national de Côte d'Ivoire, le meilleur joueur que la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui, c'est Seko Fofana. Ça, il n'y a rien à faire. Ensuite, on a un autre grand attaquant, qui est Sébastien Haller. Dieu merci, il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Oui. Et certainement, peut-être qu'après discussion avec le sélectionneur il a pu trouver un cadre, peut-être se reposer pour revenir en nombre. Donc, je veux dire qu'on ne considère pas certaines absences comme des gens qui refusent la sélection en tant que telle. Okay. Voilà pourquoi je souligne cela. Mais sinon, qu'on ne me dise pas sur un plateau, non, Seko Fofana n'a rien prouvé. Non, je ne veux pas de ça, parce que celui-là, on peut le dire aujourd'hui, le lendemain, il peut revenir. Toujours, j'insiste, parce que c'est le sélectionneur qui décide à la fin. C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'on tire à boulet rouge sur quelqu'un dont on ne sait pas l'origine des échanges qu'il a avec les sélectionneurs pour justifier leur absence. Mais mettons tous nos prières, notre cap sur ceux qui sont présents. Ceux-là peuvent remplacer véritablement ceux qui sont absents. Mais si on parle des absences, franchement, Seko Fofana seulement et Sébastien Haller, ce n'est pas des petites absences. Ça, il faut le dire. Marie-Christine, rapidement. Oui, assez rapidement. Ouais, rapidement, parce que Joël, oui. quand on essaie d'analyser, c'est par rapport à ce qu'ils ont déjà apporté à l'équipe nationale. Sur 2 rencontres amicales. Mais la forme actuelle. Non, mais la forme actuelle, mais quand on regarde, est-ce qu'il est indispensable à l'équipe? L'équipe est là depuis très très longtemps. Il a joué 2 rencontres amicales où il a été bon. Mais de là à dire que peut-être son absence va handicaper l'équipe, je ne pense pas. Parce qu'il n'a jamais été indispensable à cette équipe. Non, c'est pas ce que je dis. Non, il n'a jamais. Et puis, parce que moi, je pense qu'en termes de statistiques et surtout de performance sur l'ensemble de la saison, je ne pense pas qu'il ait été meilleur qu'un joueur comme Sangare Ibrahim. Je suis désolé, il n'a pas été meilleur que Sangare Ibrahim. D'accord. Voilà, donc chacun a sa manière d'analyser les choses, chacun a sa manière. D'accord, très bien, messieurs. Les éléphants ont débuté leur stage de préparation et nous vous proposons les images du regroupement fourni par les médias de la FIF.
Bon, c'était l'ambiance du regroupement des éléphants. Des personnes rencontrées dans les rues d'Abidjan se sont prononcées sur la question LGT. On les écoute. Je crois que le nombre d'absents au sein de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ne doit pas constituer un handicap pour le succès de l'équipe. Je crois que c'est l'occasion aux autres de prouver qu'eux aussi sont là, qu'ils peuvent bien jouer, ce sont des joueurs aussi. Donc c'est l'occasion pour de le prouver, quoi. Je pense bien que le fait qu'il y a assez d'absents ne va pas pénaliser forcément les joueurs s'ils ont la détermination. Bon, à mon avis, si les éléphants sont vraiment motivés, malgré le peu de joueurs que nous avons, ils peuvent vraiment mouiller le maillot et puis nous allons remporter la victoire. Nous allons gagner ce match. Pour ma part, je ne pense pas vraiment que le nombre d'absents pourra constituer à un handicap par rapport à l'équipe s'ils se mettent vraiment ensemble, qu'ils se donnent véritablement. Moi, je pense qu'ils pourront ramener la coupe en Côte d'Ivoire. Il y a certains joueurs qui sont absents. Mais je pense bien que cela ne va pas créer un problème, c'est la confiance en soi, au fait. Parce que l'équipe joue au même nombre, à 11-11, et je pense que si chacun joue bien son rôle, vraiment, la victoire sera à notre côté. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, mais il faut toujours avoir l'idée positive pour pouvoir battre cette équipe qu'on va affronter. Donc pour moi, il est utile d'être optimiste. Je pense bien qu'on gagnera. Les éléphants, ils ne se laissent pas faire. Mais messieurs, est-ce qu'on ne devrait pas craindre des problèmes d'automatisme avec les nouveaux? Henri-Joël? Non, mais c'est la raison pour laquelle il faut les appeler dès maintenant, à cette période, pour justement créer ces automatismes dans ces rencontres-là. Voilà, il ne faudrait pas attendre à la veille de la CAN pour faire venir certains joueurs ou peut-être appeler certains joueurs pour remplacer d'autres pour des problèmes de blessure ou bien des problèmes d'indisponibilité, pour essayer de créer des automatismes. C'est maintenant qu'il faut les créer et ça tombe très bien puisqu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, notamment en défense avec Ndika, avec le jeune au milieu de terrain Diomandé. Idrissa, qui pour moi peut-être... Doumbia Idrissa plutôt, merci. Qui peut-être va apporter quelque chose au milieu de terrain, va jouer avec ceux qui sont là. Pour essayer de se familiariser un peu à ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le savoir, depuis la CAN, on est habitué à voir un milieu Cyril Jean-Michel, Kessié et Sangare Ibrahim. Souvent, ça change avec quelques apports, mais c'est ce milieu-là qui se connaît. Donc, avec peut-être le jeune, ça va apporter quelque chose de nouveau. Et puis, sur le front de l'attaque, on va essayer les jeunes. Adengra et Kraso, peut-être les deux. Je ne pense pas que les deux aient déjà joué. Jonathan Bamba également. Jonathan Bamba qui est arrivé enfin, qui peut-être aussi va essayer de se fondre dans ce groupe ivoire. Donc voilà, c'est le moment de les essayer et de voir ce que ça peut apporter par rapport aux autres qui ne sont pas présents. Parce que c'est ce qui est important. Si quelqu'un ne vient pas, on a quelqu'un à côté, on a un autre joueur qui puisse le remplacer valablement et surtout sur le taf. D'accord, bon, on espère une bonne intégration des jeunes. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Du cyclisme pour démarrer les news. Tour de l'Est, étape 3. La SOA, Rennes à Daoukro. L'équipe 3 du Tour de l'Est, édition 2023, s'est achevée hier avec encore une fois une équipe de la SOA intraitable en fin de course. En effet, la ligne Bokanda-Daoukro et le circuit de Daoukro, long de 130-200 km, ont été domptés par les militaires qui n'ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour, malgré une pression des coureurs de l'ATS. Résultat, la SOA termine tout comme à Trècheville et à Dimokro avec 3 coureurs sur le podium. Sanogo Abou, de la même écurie, est le leader de l'étape. Il faut rappeler que l'ATS se positionne en challenger des militaires dans cette édition en terminant 4e avec Alomain Priva, très optimiste. Plus de détails avec le président du jury. Nous sommes partis de Bokanda à Daoukro et nous sommes partis avec 30 coureurs. Et dans les 30 coureurs, nous avons mis une fille qui va bientôt prendre part à la francophonie au Congo. Et donc c'est pour s'entraîner. Et la distance que nous avons parcourue est de 109 km 200. L'heure de départ est de 10h46. L'heure d'arrivée est de 14h13,54. Le temps mis, 2h40,54. La moyenne est de 40 minutes 52. C'était une des plus vraies moyennes que nous avons pu réaliser depuis le tour. Là.
Au classement général, la SOA et Cissé Isiaka sont leaders avec un temps de 5 heures, 18 minutes, 41 secondes. À noter que Guy Orlus et Béatrice Nicole sont les deux envoyés spéciaux sur ce tour de l'Est. LGT News. Judo, séminaire d'arbitrage et d'entraînement. Plus de 60 participants réunis à Abidjan. Abidjan abrite depuis ce lundi un séminaire d'arbitrage et d'entraînement initié par la Fédération internationale de judo dans un hôtel de la Place au Plateau. Ce, en parallèle à l'Open africain d'Abidjan, couplé à la Coupe d'Afrique des cadets et juniors. Plus de 60 participants venus d'une trentaine de pays prennent part aux ateliers dirigés par Abakar Ngom, directeur en chef de l'arbitre à l'Union africaine de judo, et Caleb Anwar, directeur de l'arbitrage UAJ. Les sujets abordés actuellement tournent autour de la rupture des prises, la poussée contre la sortie, la fausse attaque, les serrures articulaires illégales, le newaza, le tachiwaza et le wazari ou ippon, le score ou l'absence de score. Vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire abrite ce qu'on appelle la grande qualification. La grande qualification, c'est entre Japon, les Jeux Olympiques du Japon et Paris 2024. Il y a eu quelques mouvements, quelques changements, ce qui est normal, qu'on est en train de remettre à point. Donc, on va faire une mise à jour pour que l'ensemble des arbitres ici présents, de la sous-région, qui sont venus, et les arbitres qui sont venus dans d'autres pays, puissent vraiment être à niveau et leur permettre d'acquérir ces connaissances techniques, pouvoir effectivement apporter ce savoir-faire qu'il faut pour que vraiment cet Open international puisse être un Open de très bonne qualité. LGT News. Dans les États-Unis équipe l'INJS. Beau geste technique que vient de faire les États-Unis à l'Institut national de la jeunesse et des sports à travers un don de matériel sportif par l'entremise du Millennium Challenge à compte. C'était hier, lundi, au cours d'une cérémonie en présence du ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, et des représentants des structures mandatées pour la remise officielle de matériel sportif et informatique, à savoir le MCC et le MCA. Les étudiants de l'INJS, premiers bénéficiaires, peuvent donc pousser un ouf de soulagement, car cet important don est destiné à améliorer leurs conditions d'études et à renforcer leur formation aussi bien en EPS qu'en anglais. Heureux de ce geste, le ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, a exhorté les ayants droit à en faire un bon usage. LGT News. Le deuxième sujet de l'actu de ce soir concerne Mbappé et le PSG. Henri Joël en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on part vers un divorce? Toute la presse hexagonale reprenait hier une information de l'équipe annonçant la non-prolongation de Mbappé au-delà de 2024 au PSG. Cette décision, l'international français l'aurait adressée à ses dirigeants à travers... Et voilà, quand tu lui as donné tout ce qui est puissance, tout ce qui est pouvoir, le gamin, il va se permettre parfois de faire ce qu'il veut. Et là, il y a une concurrence qui se dessine de l'autre côté avec Haaland et autres. Il se rend compte aujourd'hui que le Paris Saint-Germain ne peut pas le faire grandir ou encore devenir ce qu'il a envie d'être, c'est-à-dire gagner ses ballons d'or, aller briser les records de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Et il se rend compte également que le temps est en train de presser, est en train de passer. Et s'il ne fait pas vite, il y a un club tel que le Real Madrid qui pourrait régler ces problèmes de rêve, de tout ce qui est ballon d'or, de tout ce qui est concurrence avec la nouvelle génération qui arrive. Et il a été malin, il n'a pas prolongé longtemps. Il y a le contrat qui arrive à terme en 2024. Et lui, et quand tu prends la communication, ça laisse quand même à désirer entre un club qui rêve de devenir grand, qui dit que le joueur a refusé de prolonger, le joueur qui sort encore d'un tweet ou encore une information pour dire qu'il n'a jamais dit au club qu'il allait prolonger. Justement, avant de poursuivre, Clément, permettez-moi, regardons les différentes réponses envoyées par le joueur lui-même et son clan. Alors, il commence en disant mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. Alors, PSG, Kylian Mbappé veut rejoindre le Real dès cet été. Ça, c'est le Parisien qui l'a titré. Oui, ça, c'est le tweet de Kylian Mbappé et le communiqué maintenant du clan Mbappé. Voilà.
Le conseil d'administration du PSG, ça c'est plutôt le communiqué le comité du club Mbappé. Oui. Le conseil d'administration du PSG est informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024. Et la lettre envoyée n'avait pas pour but que de confirmer ce que je leur avais déjà dit. Voilà, donc il y a un paradoxe à travers ces deux réactions. Oui, tout à fait. On parle de contradiction, on parle de tout ce qui est flou, on parle de sauf dessous. Voilà, et c'est l'habitude, c'est l'image du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, il a pris conscience, il sait que ce projet-là, ce grand projet qu'il est en train de nourrir depuis plusieurs années, aller chercher surtout cette Champions League-là, parce que là, déjà, le mondial, aller rivaliser, aller détruire les stades de Ronaldo, Messi, même si ça sera quand même difficile. Mais il y a un autre monstre qui est en train de naître à côté, qui est Haaland, qui vient de gagner fraîchement la Champions League, qui est un concurrent direct. Aujourd'hui, on parle de Haaland en tant que ballon d'or, que Mbappé en tant que ballon d'or. C'est incroyable, tellement le football, ça va tellement vite. Mais en même temps, il se rend compte également que le Paris Saint-Germain ne peut pas lui permettre de réaliser ses rêves-là. Il y a un club tel que Real Madrid, on a vu ce feuilleton l'année dernière encore. Un autre feuilleton Mbappé, ça veut dire qu'il y a trop de choses qui ne vont pas dans ce club-là. Ce club qui se dit grand, mais qui ne fait pas les choses pour être grand également. Donc, dommage. Très bien. C'est l'image du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire, Dagochal, que Mbappé nourrit secrètement l'envie de quitter le PSG? Moi, je pense qu'il a été assez explicite. Ouais. Voilà. La saison prochaine, je serai au PSG. La saison prochaine commence le 5 août en France. Voilà. Et donc... Et ça va finir en mai 2024. Et donc, je pense que voilà, c'est la seule saison qui lui reste au cours de laquelle il va jouer au Paris Saint-Germain. Non, mais il faut reconnaître quand même qu'à un moment donné, ce garçon a fait un peu plus de politique. Pour moi, une politique communicationnelle, ça, il faut dire, il réussit bien. J'ai mal pour le PSG qui vient de perdre Messi, qui compte perdre Neymar, et dans la foulée va perdre en même temps Neymar. Oui. Donc le PSG est capable de se retrouver comme un club quelconque, alors qu'il était devenu depuis peu le club galactique, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, si avec tous ces grands joueurs n'ont rien gagné, ce n'est pas avec ceux qui vont venir là certainement qui vont gagner. C'est un peu ce qui est mon problème. Mais pour Mbappé, en tout cas, moi je suis content pour lui. Il est un grand footballeur. S'il doit pouvoir rivaliser, parce que si on prend sa situation familiale, je pense que ce qu'il a déjà gagné financièrement parlant depuis Monaco jusqu'au PSG, c'est beaucoup d'argent déjà. Donc à un moment donné, il faut penser maintenant à l'aspect sportif. Il a envie de gagner un trophée. Il a gagné une Coupe du Monde à 18 ans, finaliste d'une deuxième Coupe du Monde consécutivement. Je pense que ce qui lui reste aujourd'hui, c'est le Ballon d'Or, c'est la Ligue des Champions, ce type de choses-là. Et ce n'est pas avec le PSG, qui n'est vraiment pas cette institution-là, qu'on peut gagner cette Ligue des Champions-là. Et donc, il gagnerait à aller à Manchester United ou au Real. Mais je voudrais que je ne sais pas si cette communication-là aussi, elle est faite exprès, mais qu'il se taise, qu'il joue son ballon, qu'il essaie de ressembler au Messi qui ne parle pas, qui joue. Quand les saisons finissent, on sait ils sont concrets. Les Ronaldo R9, ce pas des gens qui parlaient. Ils finissent leur saison, on sait où ils vont aller. Maintenant, qui se mettent à jouer parce qu'à un moment donné, on va trouver qu'il fatigue un peu tout le monde. Et puis ça, c'est pas intéressant pour sa personnalité. Parce qu'au foot, quand tu ne respectes pas le football, à un moment donné, le football ne va pas te respecter et tout le monde est capable de te lâcher. Très bien. Balo, comme le dit Dagochal, est-ce que finalement Mbappé n'est pas en train de déranger les plans du PSG qui comptait former une équipe autour de lui, hein? Je ne dirais pas déranger les plans. Je pense que chacun sert ses intérêts. C'est ce que Dagochal était en train d'expliquer tout à l'heure. Je pense que Mbappé est conscient qu'un départ cet été n'est pas possible. Je pense que toutes les informations concourent vont dans ce sens-là parce que le Real Madrid, pour le moment, est attentiste. Le Real Madrid, qui est le seul club crédible pour pouvoir recruter Kylian Mbappé, pour le moment, est en train d'observer parce qu'ils se sont fait avoir une première fois, ils ne souhaitent pas se faire avoir une seconde fois. Donc, ils observent et en plus, ils n'ont pas intérêt à venir présenter leur candidature maintenant au risque d'essuyer une forte proposition du Paris Saint-Germain en termes d'argent. Alors que si l'été passe, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat. Et là, il y a une opportunité en or pour le Real Madrid de récupérer Kylian Mbappé gratuitement. Sinon, maintenant, si le Real Madrid veut récupérer Kylian Mbappé, il y a des propositions de 186 millions d'euros, ce qui est assez élevé pour le Real Madrid, certes, qui a des moyens financiers, mais ça ne sera pas une bonne opération comptable à réaliser pour le Real Madrid. Donc aujourd'hui, on regarde que Kylian Mbappé
ne peut pas partir cet été. Donc, le calcul pour Kylian Mbappé, c'est clairement de faire monter les enchères. Pourquoi pas renégocier encore un salaire qui sera exceptionnel, mirobolant pour dans l'histoire du football. Donc, pour moi, c'est un calcul financier puisque le Paris Saint-Germain a perdu Messi. Le Paris Saint-Germain peut perdre Neymar. Et s'il perd Kylian Mbappé, c'est tout le projet qatari qui sera remis en cause. Meilleure destination pour Mbappé, Henri-Joël, dans la foulée? En Angleterre ou en Espagne? En Angleterre ou en Espagne? Ouais, Real ou United? D'accord. Bon, c'est noté. Le temps est contre nous, donc on court et on part au plus calé. Voyons donc, messieurs, quelle équipe sera l'équipe la plus calée ce soir. On teste donc nos connaissances. On y va pour la première question. Déjà, le thème, Ligue des champions CAF. C'est bon? Équipe A, Ballot, Clément Yoton. Équipe B, Dago Charles et Henri-Joël. Première question. En quelle année a eu lieu la première édition de la Ligue des champions de la CAF? A, 1963. B, 1965, C, 1966, 1963, 1965 ou 1966. Équipe A, Ballot, B, équipe B, B. C'est la réponse B, 1965, la première édition de la compétition, anciennement appelée Coupe d'Afrique des clubs champions, a été remportée par le club camerounais Oryx Douala en 1965 face au stade malien. Non, Marie, il faut qu'ils enlèvent les feuilles là. Ils ont trop de feuilles là-bas. Bon, Clément, éloignez vos feuilles assez rapidement, Ballot. Deuxième question. Ils ont tout écrit là-bas. Ils ont éloigné, on y va, je contrôle. Lequel de ces pays n'a pas eu 3 clubs vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF? A, Algérie. B, Cameroun. C, Nigeria. Algérie, Cameroun, Nigeria. Lequel de ces pays n'a pas eu 3 clubs vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF? Équipe A, C, équipe B, C. C'est la réponse C, Nigeria. Seul un club nigérian a soulevé le trophée. Il s'agit d'Eyimba, vainqueur en 2003 et 2004. L'Algérie compte 3 vainqueurs, la JS Kabylie, l'ES Sétif et le MC Alger. De même que le Cameroun, Oryx Douala, Canon de Yaoundé, Union de Douala. Troisième question. Combien de demi-finales ont été disputées par les clubs ivoiriens en Ligue des champions de la CAF? Demi-finale, hein? Oui, demi-finale. A, 7. B, 8. C, 10. 7, 8 ou 10. Bon, je vous ai laissé réfléchir assez longtemps. Hein. Équipe B. Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse C. C'est la réponse C, 10. 8 par la SEC Mimosa, 1971, 1976, 1992, 1993, 1995, 1998, 2002, 2006. Une par le Stade d'Abidjan, 1966, et une par l'Africa Sport, 1986. Dago Charles. Quand même. Ben non, j'étais pas loin. Quatrième question. Combien de clubs ivoiriens ont disputé la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF? A, 2. B, 3. C, 4. Combien de clubs ivoiriens ont disputé la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF? 2, 3 ou 4? Équipe A, C. Équipe B, C. C'est la réponse B, 3. La SEC à 11 reprises, l'Africa Sport 2 fois et le COE Sport avec une seule participation. 5. Ah ouais, si ce n'est pas les phases de groupe. Quel joueur détient le record de buts sur une saison de la Ligue des champions de la CAF? C'est bon, la question? A, Salif Keita. B, Mahmoud El Khatib. C, Trésor Mpoutou.
A, B ou C? Équipe B. La réponse C. Équipe A. La réponse A. C'est la réponse A. Salif Keita. L'ancien attaquant du Stade malien a marqué 14 buts lors de l'édition 1966. Il est suivi du Zambien des Kabwe Warriors, Godfrey Chitalou, et du Nigérian des Yimba, Stephen Worgu, qui comptent chacun 13 buts, inscrits respectivement en 1972 et 2008. Mputu a été meilleur buteur avec le tout-puissant Mazembe en 2007 avec 9 buts. Roulement de tambour. Moi, je n'ai pas joué aussi. C'est lui contre Mais pourquoi? Mauvais perdant. C'est l'équipe A composée de Clément Yeton et de Ballon. Félicitations, messieurs. Ils vont danser, ils vont danser. Vous avez un témoin, c'est à vous de commencer. Vous deux contre lui, c'est moi, je vais jouer aussi. Henri Joël, vous êtes mauvais perdant. Très bien. Moi, ça avait rien. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Ballot, Clément, Henri Joël et Dago Charles. Merci beaucoup. Merci aussi Chevaux. C'est la fin de la grande team. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.